Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Je suis Jean-Claude Tannen. Je suis Hubert Smithers. Et vous écoutez Mauvais travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Ça éclabousse. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, épisode numéro 3, intitulé Mauvais Halloween. Et je ne suis pas seul puisque je suis avec l'inénarrable Franck Magic. Comment vas-tu, Franck ? Je sais pas trop, je me sens tout drôle, je crois que c'est bientôt Halloween. C'est ce que je me disais. Alors pour commencer, on va remercier nos mauvais auditeurs pour les 5 étoiles et les bons mauvais commentaires que vous avez généreusement lâchés sur Apple Podcast. Le premier, bon j'avoue, j'ai quand même voulu en parler, c'est une étoile lâchée par un certain Prank Tragic. Il dit « Michel Tuttle, tu me dégoûtes » et après en fait il n'y a que des consonnes en fait. C'est comme s'il avait tapé avec ses mains sur... c'est lui sur- qui me dégoûte alors. Voilà, il a tapé sur le clavier Prank Tragic, ça me rappelle quelqu'un, je sais pas qui. Bon voilà, donc si vous lâchez des commentaires, pourquoi pas, si vous mettez des étoiles, même si c'est une étoile, il n'y a pas de souci, on le prend bien, mais par contre, faites-le à jeun. En revanche, on a eu 5 étoiles de monsieur Arthur Goring, et qui nous a mis donc ces fameuses 5 étoiles, et qui a dit... Très drôle et bien construit, c'est la bonne surprise de ce début d'automne. Ils méritent d'aller loin, ces deux petits gars. Force à eux. Et merci à toi, on t'envoie également de la sephore, comme on dit, et on espère ne pas être trop drôle pour cette émission, mais plutôt flippant. Francky, nous ne sommes pas seuls, je crois. Effectivement, Michel, nous ne sommes pas seuls ce soir. Nous sommes avec Jean-Claude Tannen. Bonsoir Jean-Claude. Bonjour les amis. Ça va bien, Jean-Claude ? Comment tu te sens ? Bah écoute, pareil, je me sens pas super bien ce soir là, je sais pas. Soit c'est une c'est gastro, bizarre. ou soit je vais pas bien, non. Ouais, ça te pique Salut. un petit peu quelque part. Ouais, le bas-ventre. Et nous sommes aussi en compagnie de Hubert Smithers. Bonsoir Hubert. Bonsoir, ça va ? Ça va à peu près bien. Comment tu te sens toi ce soir ? Ben, je trouve qu'on est pas mal d'un film d'horreur, pas loin d'un film d'horreur, vu que 21h maintenant, on couvre-feu, plus le droit de sortir, C'est plus vrai. de bistrot, plus rien. Enfin, il y a un côté un peu glauque quand même. Hein. Post-apo. Post-apo un peu, hein, ouais, complètement. ouais. Sans qu'on ait d'ennemis, hein, juste un virus. Mais celui qui a pas de masque, c'est un méchant. Ah, on l'aime pas celui-là. Je comprends, moi je suis un peu comme vous, c'est le désert dans la teuté. Bon allez, je vous balance le sommaire de l'émission. Oui, allez, c'est parti. Sommaire, Franck Magic. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, comme tous les mois, nous allons commencer avec les mauvais travailleurs du mois. Ensuite, on vous enverra la mauvaise production musicale du mois de Mauvais Studio. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire Halloween. Ce soir, nous allons nous relayer pour vous raconter des histoires qui font peur. Histoires vécues, histoires entendues, histoires imaginées. Vous verrez bien. Le premier, ce sera Michel. Oui, ce sera moi. Après, ce sera Hubert. Après Hubert, ce sera le jeu de Michel. Michel, tu nous as préparé un jeu sur le thème d'Halloween, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. Je peux en savoir plus, j'aurai la surprise tout à l'heure. Après ça, il y aura la séquence Franck Magic stagiaire. Ce soir, je vais vous raconter un mauvais souvenir. Et d'ailleurs, ça s'est passé pendant mon stage que je vous ai raconté dans l'épisode précédent avec Francis Glomidop, pendant qu'on était à la NASA. Après cela, on enchaînera avec la séquence Mauvais témoin. Et dans cette séquence Mauvais témoin, nous recevrons Jean-Claude Tannen qui va nous raconter une histoire qu'il a vraiment vécue. Vraiment vécu. Et pour finir, comme tous les mois, nous retrouverons un nouvel épisode du podcast des enfants avec Brunax et Clunax. J'espère que c'est la dernière fois qu'on va les entendre ces deux-là. J'espère bien.
Merci pour ce sommaire. Et avant de commencer, eh bien, je vais comme d'habitude vous présenter mes mauvais travailleurs du mois. Mes champions sont des employés du parc animalier du Lincolnshire Wildlife Park situé près du village de Fiskney dans l'est de l'Angleterre. Dans ce parc animalier, un mot d'ordre, l'accueil et le bien-être des visiteurs. Ce mot d'ordre, on ne peut pas dire que ce soit la priorité de nos 5 employés qui ne sont pas vraiment des employés puisqu'il s'agit de 5 perroquets un peu irrévérencieux, on va dire. En effet, nos 5 amis ont été contraints de rendre le tablier, ou plutôt de quitter leur perchoir car leur petit kiff à eux, eh bien, c'était d'insulter tranquillement les promeneurs venus les admirer. Alors arrivés au parc le 15 août dernier, ces 5 bons ou mauvais travailleurs selon le point de vue, répondant au nom d'Eric, Jed, Elsie, Tyson et Billy ont passé quelques temps ensemble dans la même salle. Il faut savoir qu'avant cette aventure, ils ne se connaissaient pas et ont donc étoffé leur répertoire à base de « biatch » à chaque fois que le directeur général de la volière, Steve Nichols, passait devant eux. « Fuck off » est l'insulte la plus commune, indique le soigneur. La plupart des visiteurs se sont d'ailleurs amusés de la verve des volatiles. Certains promeneurs n'ont d'ailleurs pas hésité à leur répondre avec la même grossièreté. Mais pour éviter de brusquer les plus jeunes visiteurs, la direction du Lincolnshire Wildlife Park a préféré retirer les oiseaux de l'exposition. Au micro de la chaîne britannique BBC, Steve Nichols indique qu'il compte bien revoir l'éducation des perroquets. Oh là là, j'espère qu'ils apprendront des mots différents. Je ne sais pas ce que je ferais si je me retrouvais avec 250 oiseaux en train de proférer continuellement des insultes. Eh ben moi, j'ai une petite idée. Tu les laisses tranquilles, ok ? Frankie ? Est-ce que tu valides ces mauvais travailleurs ? Oui, bien sûr. Et vous, les gars, vous en pensez quoi ? Moi, ça me fait penser à quelques histoires parce que du coup, j'ai été objecteur de conscience dans ma vie, dans un zoo, avec des mauvais travailleurs. Est-ce que tu avais des perroquets qui t'insultaient ? Tous les jours. Ah non, on avait le perroquet. Alors je sais plus comment elle s'appelait cette émission-là. C'était tous ceux de ma génération le connaissent. T'avais une petite chanson, ça sifflotait et puis en fait il y avait un rat. Non, c'était pas un rat. C'était un. Ah, ça va me revenir. Et ce perroquet-là, en fait, il arrivait tous les matins à la cantine. Et quand la cantine, en fait, c'est l'endroit où on prépare la bouffe pour tous les animaux dans tout le zoo. Donc, on appelle ça la cantine. Et en effet, on a un vrai boulot de cuisinier, quoi. Couper les légumes, couper la viande, préparer, décongeler, machin. Pour les animaux. Et en fait, il y avait toujours ce perroquet qui était à côté. À chaque fois qu'il arrivait, il venait à côté de nous, il commençait à siffler. Moi, au début, je le connaissais pas. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à le connaître. Et quand il sifflait, il y avait des codes bien précis. C'est-à-dire que quand il faisait c'était bonjour. Quand il faisait je veux, et quand il venait à côté, c'était il faisait plusieurs fois. Il venait à côté du seau, il bouffait le seau, et puis il commençait vraiment à niquer tout ce qu'il y avait autour si on lui filait pas la cacahuète ou le truc qui nous indiquait. Il était tendu, ouais. Mais ça, sans déconner, hein, c'était véritable. Et après, au niveau mauvais travailleur, là, c'est plus un petit message, ça on pourra peut-être le couper, mais c'est une petite vengeance. En fait, il y avait un mec qui bossait au zoo et qui était un sale. Il y a un mec qui travaillait au zoo et qui avait une façon très particulière de travailler avec les animaux. Moi, je l'ai vu travailler quand j'étais stagiaire, donc j'ai passé 3 semaines avec lui. C'était mon maître. Respect. Mon maître de travail. Non, tu vas voir la suite. Respect, tu vas peut-être le couper. Respect pour toi, stagiaire, mec. Et après, le mec, en fait, ouais, il était. Donc, t'arrives, t'y connais rien. Donc, je me retrouve avec des singes capucins Et puis le mec, il a un balai. Et avec le balai, en fait, tous les matins, il passait et il faisait bling, 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 bling sur les gros barreaux. Banks. Et les sages capucins, enfin, à chaque fois, ça les excitait. Et puis lui, il en parlait. Et à chaque fois, il m'en parlait comme de la merde, quoi. Sympa, les propos Sympa. étaient quand même assez désobligeants vis-à-vis de nos cousins. Moi, j'arrive, je regardais les singes, j'étais, ouais, quand même, c'est comme de la tôle, quoi. Tu dis rien, t'es stagiaire, tu fermes ta gueule. On est d'accord. Et puis, du coup, en fait, donc il a fait ça. J'ai bossé avec lui 3 semaines, j'ai vu qu'il maltraitait vraiment véritablement les animaux. Bref, le truc se passe. Et puis après, au bout de 3 mois, je dois le remplacer sur son terrain. J'oublie une fois les clés à côté de la cage. Il y a un singe qui était malade qui restait dans la cage. Et il a pris la clé, il a ouvert le cadenas, et puis après il est sorti, moi j'ai fermé les fenêtres, il est venu sur moi, il s'est rien passé du tout. C'était plutôt cordial, on va dire. Aucun problème. Mais je tapais pas tous les matins dessus. Et en fait, il y a un petit détail. Tu tapais jamais dessus d'ailleurs. Non. Je faisais Nous, on autre sait chose. que tu aimes les animaux. Oh oui, n'importe quoi. Et en fait, juste pour finir, pour aller hyper rapidement, c'est qu'en fait, peu de temps après, lui, ça lui arrivait. Donc en fait, il faisait ça, il claquait les barreaux. Et en plus, les singes détestent l'eau, donc on les faisait passer par... ils étaient sur une île pour être présentés au public et ils devaient passer par un petit tunnel.
Donc on ouvrait une trappe, ils rentraient dans la trappe, ils passaient sous la flotte et ils allaient sur le tunnel. Et lui à chaque fois il se débrouillait tout le temps pour essayer de lâcher la trappe et de taper sur la queue des petits singes. Puis en fait, ça les singes ils l'ont tenu parce qu'il a coupé la queue d'un des singes qui s'appelait Vara, qui est décédé depuis le temps. Ouais, Ça va, les gars. Non c'est vrai en plus. Et donc du coup bref voilà. Moi, je travaillais d'une autre façon. Donc une fois j'oublie, voilà, il se passe rien. Et lui, une fois, il a oublié les clés après 20 ans de travail. Et quand il a oublié la clé, le même singe, Athias, il a pris la clé, il a ouvert, il a appelé les potes. Et en fait, les 20 petits singes sont arrivés sur lui. Ils lui ont bouffé la gueule. Il a eu 58 points de suture sur tout le corps. Il s'est chopé une maladie rare parce que tous les singes ont des maladies dans les dents. Ils ont une sale hygiène. Nous, moi, j'étais à la cantine en train de faire avec un autre. On était là, on fait, vas-y, prends la boîte, vas-y, on va rouler une clope, vas-y, fais-toi bouffer, connard. Et on est arrivé, on s'est un petit peu dépêché, mais on a quand même laissé le temps, on est arrivé, c'était un bain de sang. Allez, mauvais travail ou pas ? Bravo. Merci beaucoup. La vengeance des singes. Merci beaucoup Hubert, parce que grâce à toi, on a un deuxième mauvais travailleur du mois. Michel ne le savait pas, mais je n'avais rien préparé et je pensais un peu esquiver en disant, écoute, c'est moi le mauvais travailleur du mois, je n'ai pas fait ma chronique. Donc on va pouvoir enchaîner avec la séquence musicale comme tous les mois. On va vous présenter un nouvel artiste, Mauvais Studio. Ce soir même, ce sera plutôt un collectif d'ailleurs, puisque c'est le collectif Chauve, avec le morceau Rencontre du troisième sale type. Je vais vous raconter un truc pas cool qui m'est arrivé. Je vous jure, je sortirai plus jamais de chez moi, oh non, jamais. Je pense vraiment à me reconfiner définitivement. Je veux plus jamais avoir ce genre de vision, non, jamais. Des trucs comme ça, je saute à personne, même pas à mon pire ennemi. Alors voilà, c'était un samedi, à côté de la statue de Jeanne d'Arc. Je marchais tranquillement dans la rue et puis il y avait un mec juste devant moi, tout maigre, avec des jambes toutes maigres et une grosse tête, avec une coiffure marrante, tu vois. Ce genre de mèche gaulerie qui s'envole et se replace toute seule. Ce genre de truc que tu peux retrouver sur le crâne d'un président des États-Unis. Putain, j'ai ri, mais pas trop longtemps, non. J'ai commencé à le suivre parce que je sais pas, j'avais envie de me marrer. Tout d'un coup, il s'est retourné et là, j'ai vu son sourire. C'était horrible, putain. Je mérite pas ça. Comment peut-on avoir autant de petites dents pointues, je me suis dit. Je marchais dans la rue et j'ai croisé Éric Zemmour. Je demande rien à personne à part juste faire un petit tour. Éventuellement prendre un goûter à Franprix ou Carrefour. Mais à la place j'ai pas de chance, j'ai croisé Éric Zemmour. 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 Éric. J'ai accéléré, dépassé mes capacités. J'ai tourné à gauche et lui à droite, lui très à droite. Je me suis dit ok, je suis sauvé, je vais pouvoir me poser. Je me suis assis sur un banc. Il y avait juste une petite mémé assise de l'autre côté, toute frêle, avec un petit chapeau à carreaux, ce genre de motif écossais. Et là je l'entends, elle voulait parler, alors je l'ai écoutée. Elle a dit, vous trouvez pas qu'il y a trop de bancs colorés? J'ai pas pigé, alors je me suis retourné, putain de sourire carnassier, les yeux injectés, la mèche, la grosse tête, les petites jambes, des grands pieds. C'était lui, putain, comment avait-il fait? Il m'avait rattrapé, ma jambe gauche il a chopé. Il a commencé à me grignoter en balbutiant des trucs dégueulasses que j'ai pas compris. Il bavait, je pouvais pas y croire. Il était là par terre à ramper avec sa grosse tête de Monsieur Burns surexcité. J'étais à sa merci, il rampait avec ma jambe dans sa bouche. Je sentais ses petites dents pointues, je voyais son crâne, sa mèche suspendue. Comment peut-on avoir autant de petites dents pointues? Je me suis dit, maman, je t'aime. Je marchais dans la rue et j'ai croisé Éric Zemmour. Je demande rien à personne à part juste faire un petit tour. Éventuellement prendre un goûter à Franprix ou Carrefour. Mais à la place, j'ai pas de chance, j'ai croisé Éric Zemmour. 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 Chauve à l'instant avec cet angoissant morceau qui m'a d'ailleurs fait penser à un autre groupe que tout le monde a peut-être oublié, mais je sais plus qui c'est d'ailleurs. Francky, ne serait-ce pas le moment d'entamer cette fameuse émission d'Halloween maintenant? Exactement, c'est le moment où on rentre dans le vif du sujet, donc on envoie le gros jingle du mois, le jingle Halloween. Des histoires Étrange, mais aussi des histoires flippante, et également des histoires. angoissante. Oh, des histoires qui font peur. Retrouvez toutes ces histoires dans Mauvais Travail spécial Halloween.
Alors, les petits mauvais, comme je vous ai expliqué dans le sommaire, on va vous raconter des histoires qui font peur. Et le premier de nous 4 qui va commencer, c'est bien sûr Michel Tuttle. Oui, tout à fait. Je suis prêt. Vous êtes prêts à écouter mon histoire, les gars? Bah, on est... Ah mais, clairement. Quoi. Eh bien, c'est parti. Quand j'étais un jeune garçon, il y avait un vieil immeuble en ruine au bout de la rue où je vivais. Tous les enfants du quartier se gardaient bien de jouer près de cet immeuble car tout le monde connaissait la rumeur qui entourait ce lieu. La bâtisse était hantée. Les murs de béton du vieux bâtiment à 2 étages étaient tout craquelés et tombés en ruine. Les fenêtres étaient depuis longtemps brisées et les débris de verre jonchaient le sol à l'intérieur. Un soir, afin de tester notre courage et faire la preuve de notre bravoure, mon meilleur ami, Francky, et moi décidâmes d'explorer l'effrayante demeure. Nous nous y introduisîmes par une fenêtre béante à l'arrière de l'immeuble. L'endroit était repoussant de saleté et une couche de boue recouvrait le sol, où l'on devinait çà et là les vestiges d'un parquet en bois. Occupés à nous épousseter, nous jetions un coup d'œil à la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Soudain, notre regard se figea sur le mur, face à nous, où quelqu'un avait écrit en lettres capitales près du plafond « Je suis mort ». Sans doute une blague d'une bande d'ados pour effrayer les plus petits, me dis-je. Ouais, sans doute, répondit nerveusement Francky. Puis, nous reprîmes notre exploration des différentes pièces du rez-de-chaussée. Dans une pièce qui devait autrefois tenir lieu de cuisine, nous découvrîmes une nouvelle inscription sur un mur. « Je suis dans une chambre à l'étage. » Nous nous engageâmes dans l'escalier dont les marches en bois crissaient sinistrement sous chacun de nos pas. Je menais la marche, Francky était sur mes talons. Bon, je n'étais pas effrayé, mais je commençais tout de même à me sentir un peu nerveux. Arrivé en haut des marches, nous bifurquâmes à gauche et longeâmes avec précaution un étroit couloir. Arrivé au bout, nous faisions face à une porte close surmontée d'un nouveau message de mauvais augure. « Je suis dans la chambre. » Derrière moi, je pouvais sentir Francky trembler de tout son corps. De mon côté, j'avais vraiment peur maintenant, mais hors de question de le montrer à mon ami. Il me dit qu'il n'irait pas plus loin, mais j'insistais pour continuer, le rassurant, comme je pouvais, en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Je tournai la poignée de la porte qui s'ouvrit dans un grincement lugubre et nous entrâmes dans une pièce totalement vide. Il n'y avait que 2 portes de chaque côté de la chambre et, en face de nous, une nouvelle prédiction sur le mur. Ma tête est à gauche et mon corps est à droite. Cette fois, les nerfs de Francky cédèrent. Il glapit tel un chien apeuré et se retourna pour prendre la fuite. J'essayai de le retenir par le bras, mais il se dégagea avec violence et disparut par la porte que nous avions franchie quelques instants plus tôt. Je n'entendis bientôt plus que le bruit de ses pas qui se perdirent dans le couloir. Plus déterminé que jamais à surmonter ma peur, je rassemblai mon courage, ouvris la porte de droite et me glissai dans la nouvelle chambre. Je traversai la pièce dans toute sa longueur, puis, arrivé devant le mur du fond, je pus lire l'inscription suivante, en toutes petites lettres cette fois. Mon corps est en dessous. Je baissai mon regard sur le sol pour y lire, juste sous mes pieds. Ma tête arrive depuis l'autre chambre. Retourne-toi. J'entendis la porte opposée s'ouvrir brusquement et y vis une ombre passer furtivement. Soudain, quelque chose roula jusque dans la pièce où je me trouvais et vint s'arrêter contre le mur. Je reconnus la tête tranchée nette de Francky. Son regard vide semblait me contempler par-delà la mort. Dans un hurlement d'horreur, je me suis précipité vers la fenêtre de la chambre et ai sauté sans hésiter, faisant ainsi une chute dans le vide de 2 étages. Je retombai sur le côté, en me fracturant le bras par la même occasion. Dans une douleur insoutenable, je courais péniblement en direction de chez moi, pleurant toutes les larmes de mon corps et appelant mes parents tel un supplicié. La police fut appelée et les officiers fouillèrent les ruines de la vieille demeure. Dans un premier temps, ils ne trouvèrent rien. Même les messages sur les murs avaient disparu. Ils passèrent toute la bâtisse au peigne fin, du sol au plafond, mais ne trouvèrent rien. Aucune trace de Francky. Grâce à la découverte d'un chien policier, ils arrachèrent le plancher. Le corps de mon ami se trouvait là, en dessous. Sa tête, elle, ne fut jamais retrouvée.
Ah ouais. Alors Alors donc cette histoire en fait c'est pas moi qui l'ai vécue hein, évidemment, même si on reconnaît que le personnage de Frankie, mais Frankie est à peu près partout, il est partout. Donc en fait cette histoire vient d'un auteur anonyme et donc ça a été traduit de l'anglais par Damien Darussel ou Darussel, je sais pas trop. Et donc c'est un creepypasta. C'est quoi un creepypasta, Michel? Eh bien, un creepypasta, c'est une histoire c'est des légendes urbaines en fait qui émergent d'internet, donc du coup qui peuvent avoir des influences dans la vie réelle, comme le Slenderman par exemple. Je sais pas si tu connais le Slenderman. Non, rappelle-moi, c'est qui? Ah, le Slenderman. Je vais pas te rappeler qui c'est, mais je vais t'orienter vers un podcast que j'aime beaucoup et je crois que Jean-Claude Tannen l'aime beaucoup aussi. C'est Distorsion Podcast et ils en parlent dans leur épisode 47. Et également un autre creepypasta qui parle de Candle Cove, et ça franchement je vous invite vraiment à aller voir ce truc, c'est un truc de ouf, c'est vraiment génial. On peut même leur dire oui monsieur. Oui monsieur. Et donc c'est une petite dédicace voilà à Émile Gauthier et à Sébastien Lévesque, et puisqu'on est dans le Québec, on a des auditeurs canadiens, donc moi je fais un petit bisou. Juste avant, je fais un petit bisou donc à From Duck et à Boonzy, et voilà, parce qu'en plus j'étais en train de boire une petite moralité de Dieu du ciel, donc 100% québécois. Tu voulais dire un truc, mon Jean-Claude? Oui, ben on parle justement de Slenderman, justement, Frankie, si tu es un peu curieux. J'ai découvert assez récemment, alors que ça s'avère que ça fait au moins 3 ans que ça existe. C'est un podcast qui s'appelle exactement Nuit Blanche, en fait, les gars. Yes. Et c'est un podcast, mais aux petits oignons, où vous allez vivre pendant 1h30 une vraie aventure avec du mystère, et entre autres, justement, toute l'histoire du Slenderman, parce que le Slenderman, au-delà du mythe, il y a toute une histoire autour. Et il s'est passé des choses, en fait. Il s'est passé des choses assez graves, en fait, par rapport à cette histoire, en fait, en vrai. Tout à fait. Dans la vraie vie. Donc on n'en dit pas plus. Yes. Et allez écouter. Exactement. On découvrira. Merci Michel. Après toi, qui c'est qui va nous raconter une petite histoire? Ça va être une petite Hubert. Des histoires Étrange, flippante, angoissante. Hubert, c'est à toi. Bien écoute, je vais te raconter ce soir l'histoire de Edward Theodore Gain. Un petit garçon qui est né le 27 août 1906 dans La Crosse, dans le Wisconsin. Edward Theodore était fils de George Philip Glan et de sa mère, Augusta. Il avait un frère, Henry, un frère aîné. Son père était du type alcoolique, travailleur, il avait ses terres, agriculteur. Et puis Augusta, elle, était femme au foyer. Voilà où tout est normal. Augusta avait une petite particularité, c'était que c'était une fanatique. Une luthérienne fanatique. Et dès la naissance de Edward, elle a commencé à leur apprendre, à lui et à son frère Henri, que les femmes sont les récipients de l'enfer. Elle a commencé à faire une éducation pour ses enfants, où elle leur expliquait que les femmes étaient tout ce qu'il y avait de pire, ou que les femmes, c'était les engences de Lilith. C'était une mère castratrice. Elle était violente. Elle n'hésitait pas à frapper ou à donner des petits coups à chaque fois qu'elle leur donnait une leçon. Elle a éduqué ses 2 fils dans la haine donc de la sexualité de la femme, sur la femme en général, en leur apprenant que c'était vraiment que des filles de l'enfer, des filles une terre et les noms. Et elle leur a inculqué ça en leur disant que si jamais ils touchaient à des femmes ou qu'ils n'avaient n'importe quelle relation avec, ils iraient en enfer. Elle a imposé donc tout ça avec la force, avec la manipulation. Le père, au bout d'un moment, a commencé à se rendre compte de ça et il a essayé d'imposer un peu de son éducation à lui. Mais elle l'a tout de suite humilié et ça a pris 1 année, 2 années. Et elle a continué à inculquer aux enfants les mêmes valeurs. Mais dès que le père a commencé à vraiment vouloir s'occuper de l'éducation de ses propres fils, de les envoyer à l'école, de s'occuper d'eux et de travailler avec eux au champ, elle leur a inculqué des prières journalières pour souhaiter la mort de leur père. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, en fait, le père a découvert ça, il a commencé à frapper sa femme. Et là, son alcoolisme est devenu vraiment très profond. Elle, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la joie de cette enfance pour Edward? Elle s'est mise à mépriser ses 2 fils. Mais à les mépriser comme de la merde.
Elle a empêché tout contact avec l'extérieur. Elle a empêché contact avec les voisins, avec les enfants, avec les petites filles, les petits garçons, les chats, les chiens, leur apprenant que toute relation avec l'extérieur, c'était la violence. Eh bien, Henri, l'aîné, n'a jamais aimé sa mère. Mais Édouard, il l'a adorée, il l'a adulée. C'était la déesse, c'était la reine-mère. À 13 ans, la mère a retiré Édouard de l'éducation et de l'école. Elle voyait bien que Édouard commençait à se poser des questions sur elle, car on se moquait de lui, simplement parce qu'il était timide, solitaire, et peut-être aussi car sa mère l'habillait comme une petite fille, tous les jours, en 1938. Le temps est passé, ils ont grandi comme ça, et puis le 16 mai 1944, il s'est passé une grande tragédie qui a tout changé. C'était le début de l'horreur. Son grand frère Henri a décidé de brûler une partie du marais de la propriété. Et le feu s'est échappé. Les policiers sont venus, les pompiers, on a commencé à tout nettoyer, et puis en fait on s'est rendu compte que le fils Henri n'était pas là. On l'a retrouvé quelque temps après, mort, mais non brûlé. L'autopsie a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais ceux qui étaient là le jour-là et qui avaient aidé à éteindre le feu et qui avaient aidé à chercher Henri, qui avait disparu, avaient remarqué qu'il avait des traces bleues sur le crâne, des hématomes. Ça a profondément affecté Édouard, et le 29 mai 1945, malheureusement pour lui, sa mère meurt. Quand sa mère meurt, Édouard refuse totalement sa mort. Il va à la messe, il ne reconnaît rien, tout le monde assiste à la décadence du fils. Le père était déjà mort depuis bien longtemps, il était seul, et l'enterrement a été fait. Les villageois ont essayé de calmer Édouard, rien n'y fit. Et les villageois l'ont vu aller et venir pendant une année entière, faire des incantations sur la tombe de sa mère. Tout le monde le regardait, étonné, craintif. Du coup, on ne s'occupait plus de ses affaires et on l'a laissé de côté au village. C'était un petit peu le vieux fou, pas mauvais dans le fond, pas mauvais bougre, mais on se souvenait de l'avoir vu dans le cimetière la nuit. Et les années se sont passées. Édouard était plutôt respecté dans le village, mais c'est le 16 novembre 1957, quand Bernice Warden a disparu, que les choses se sont gâtées pour lui. Cette femme de 58 ans a disparu dans les mêmes cas que Mary Hogan, qui était la patronne de la taverne Pine Grove. Elle avait disparu 3 années avant. C'est un voisin qui a vu à 2 reprises les soirs des meurtres de Bernice Warden et de Mary Hogan, qu'il avait vu sortir de chez lui Ed, alors que lui-même était toujours sur son terrain comme un vieil agriculteur près de ses moutons. Et ce qu'il s'est passé, c'est que ce soir-là, vu qu'il l'avait vu à 2 reprises, il est allé voir la police. Il leur a dit qu'il avait vu donc Édouard sortir et qu'il l'avait même aperçu près de la maison de Bernice Warden. Les policiers, ayant pris ce témoignage, se rendirent donc chez Edward Gain. Ils arrivèrent, Edouard était là, il ouvre la porte, et du coup ils sont obligés de faire leur enquête. Donc ils fouillent le salon, la chambre, ils fouillent toute la maison, et au bout d'un moment, l'un des policiers demande à fouiller la cave. Et c'est là, imaginez comme tout vieux bon film américain, j'ai envie de dire, cette soirée d'Halloween. Là on descend, on soulève la trappe, on descend ces marches grinçantes, et on appuie sur un bouton pour qu'il y ait une petite lumière palote qui allume cette cave. Dans cette cave, on a découvert un atelier de l'horreur. Je peux même vous énumérer, parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails. On trouva donc des abat-jours, des rideaux, des gants, des pantalons, des draps, des chemises, des capuches, avec ce petit point commun pour toutes. C'était en peau humaine. Et c'était pas tout. Tout autour de ça, il y avait des bocaux. Et dans les bocaux, on pouvait trouver des yeux, du foie, du cœur, des morceaux divers et variés. Et au milieu de cette pièce, il y avait le corps de Bernice. Elle était pendue au plafond par les pieds, décapitée, éventrée, vidée de ses entrailles. Et sa tête coupée était posée en face sur une table, les yeux ouverts et la bouche dans un rictus d'horreur absolue. Le soir même, on l'accuse de 2 meurtres, mais on retrouve le corps de 13 autres femmes. Au premier procès, l'avocat
prône la folie. C'est retenu. Il est enfermé dans un asile psychiatrique du côté de Wapping pour schizophrénie. Il y eut un deuxième procès. Et lors de ce deuxième procès, on découvrit qu'il y avait 20 femmes tuées. Sympa. Ça fait plaisir. J'ai une ambiance ce soir, sympa. Ah bah Bravo, franchement, ouais, alors ça vient d'où ça? Ben en fait, Je l'ai vraiment vécu. non, pareil, c'est dans une petite histoire, vu que dans la famille il y a des psychologues. En fait, il y a quelqu'un de la famille qui travaillait sur les psy. De ta famille? De ma famille qui Oh. travaillait sur les serial killers, sur les Ouais. psychopathes. Ouais. Et en fait, c'est la toute première histoire. Elle m'avait raconté comment ça se passait avec un psychopathe dans une cellule et tout le pouvoir qu'ils ont. Ouais. Et en fait, c'est une des toutes premières histoires que j'ai lues, qu'elle m'a fait lire pour faire comprendre. Et j'ai passé plein de détails. Parce que comment il fait venir les filles, il l'a raconté, il est absolument abominable ce mec. Putain. Pour information, c'est une grosse référence dans le film de genre. C'est-à-dire en gros, par exemple, le Massacre à tronçonneuse, le chef-d'œuvre de Toby Hooper, Yes. est clairement inspiré. En fait, le mec a Tout à influencé tout le cinéma de genre. À partir de cela, c'est la même Psychose. Psychose est inspiré d'Ed Guy. Ça, c'est la culture américaine qui veut sa patte. Parce qu'après, si tu veux parler d'histoire d'horreur, en fait, j'hésitais avec Vlad Tepes, que je connais très très bien. Je connais, il y a Elisabeth Bathory, il y a eu, les on grands a eu classiques, les grands classiques Vampire, européens. Et etc. les Américains, en fait, moi, je trouve qu'ils se créent un peu une histoire avec. Oui, C'est À c'est la un, fois- un autre continent. Voilà, en plus ce qui est intéressant, c'est que la vraie peur, parmi les vraies peurs, c'est la notion de la folie humaine. Effectivement. Bon, genre, bien sûr, on sait très bien qu'il existe des fantômes, des vampires. Ce soir, je pense que c'est le moment de. Bah, de je se crois, d'accord. hein, j'ai entendu des portes On a entendu des claquer. bruits, ouais, voilà. Ça n'avait aucun sens. Dans les toilettes à côté. C'était très Non, c'est moi, effrayant. je suis allé pisser, pas pendant ton histoire, je te rassure, mais. En tout cas, super histoire, bravo. Bon, je cache pas, j'ai un peu la pression. Hein. Ouais, Dès que c'est c'est ça une le niveau histoire du. vraie. Ouais, dès que c'est Oui, une ouais, histoire- ouais. On va dépressuriser un peu là. Voilà, on va faire retomber la pression avec un petit jeu. Oui, le jeu. Le jeu de Michel Tuttle, c'est moi aujourd'hui. Et on va avant envoyer le jingle et puis tu vas nous expliquer ton jeu. Jingle. C'est le jeu d'Halloween de Michel Tuttle. Et voilà, nous y sommes, le jeu d'Halloween. Et pour cet épisode, j'ai essayé de m'approcher un petit peu de l'ambiance avec un Mary Poppins. Le principe, je mélange un teasing de film avec le morceau d'un artiste musical, un peu comme l'indique le jeu Mary Poppins. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça. Mais en fait, Mary Poppins, en fait, c'est simple, c'est Mary Poppins, donc le film de Disney que tout le monde connaît, et le morceau Pop 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 d'NTM. Donc là, c'est un peu conceptuel, mais je vous jure que pour le jeu, c'est un peu plus simple. Pour cette version du jeu, on aura en majorité donc des films d'horreur, de science-fiction, ou qui parlent directement d'Halloween. Et petit spoiler, il y en a un. Voilà, ce sera pas du tout dans cet esprit, vous verrez. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, C'est le Mary Poppins d'Halloween. Premier teaser de film. Alors attention les gars, il faut être vraiment concentré parce que... Enfin, en tout cas, moi, C'est la rapidité là qui prône. c'est la rapidité. De toute façon, déjà, faut trouver le truc. Donc, moi, je trouve que mon jeu est un peu Je suis compliqué. hyper lent, donc si tu, de toute façon, si tu Il y a vas là qui vraiment- mange, donc moi je pense que déjà j'ai. Non, t'as gagné. T'as 2 chips d'avance, mon pote. Alors, c'est parti. Donc, premier teasing. La famille Goldman, établie dans le comté de Bucks en Pennsylvanie, traverse une bien sombre période. Après la mort de sa femme dans un accident de la route, le père Jean-Jacques, ancien pasteur, tente d'élever au mieux ses 2 enfants, le tout en s'occupant de sa ferme. Un matin, tout tranquille et serein, la petite famille découvre dans ses champs de gigantesques agroglyphes, des crop circles. Ce genre de gros dessins énormes, crop Ouais. circles dessinés dans les champs. Tout à fait. Donc du coup, on résume. On a Monsieur Goldman qui découvre avec sa famille des Il suffit agroglyphes. faire d'un signe. Oui. c'était quoi la Un point réponse pour Joël. C'est qui est là Il hein suffira C'est d'un Jean-Claude. signe. Non, c'est signe, c'est pas. Ah ouais. Il suffira d'un signe. C'est mélangé deux. C'est la alors. musique. Il suffira d'un Ah signe. oui. Ah merci. Attends, en putain, fait, ça fait plaisir. En fait, J'étais- Michel, moi je pensais que tu allais donner 2 définitions séparées de 2 trucs différents qu'on allait relier. Non, En mais fait, c'est un, non. non, c'est un, c'est Dans un une mi- même mais non, c'est un définition, mix. tu mixes tout, c'est ça? Eh, Ok. C'est le Mary Poppins. Ah ouais, d'accord. Bravo, Jean-Claude.
On enchaîne ? T'es déjà mon poulain. Un point pour Jean-Claude. C'est parti pour le deuxième teasing. Dans la soirée d'Halloween du 31 octobre 1977, deux jeunes couples, et Gilou avec son petit accordéon, se lancent à la recherche du célèbre tueur en série Dr Satan, une légende locale. Mais avant les investigations, ils décident de prendre l'apéro. Vous savez, ce genre de gueuleton avec du blanc, du rouge, du saucisson. Surpris par un terrible orage, ils se réfugient dans une mystérieuse demeure où réside la famille Fireflies, une famille pour le moins étrange. Celle-ci se compose de membres adeptes du cannibalisme et de rites sataniques. Le cauchemar peut alors commencer. Attends. Parce que je sens que Jean-Claude il a la réponse, donc j'ai envie de vous faire réfléchir. Moi j'ai un élément de réponse aussi, mais j'ai pas le deuxième. Est-ce que tu peux donner ton élément de réponse, mon petit Francky ? Bah j'ai la maison des 1000 morts, ça c'est sûr. C'est ça, déjà. Mais le deuxième... Allez Jean-Claude. Viens boire un coup à la maison des 1000 morts. Oui. Oh, bravo Jean-Claude, vraiment. Ah mais il est fort Jean-Claude, putain. Viens boire un petit coup à la maison des 1000 morts, évidemment. Très fort Jean-Claude. Il y a quoi ? Il y a du saucisson et du brie. Il y a du vin rouge, on est bien quoi. Et quelques cadavres qui traînent. Putain. Ah putain, je suis content. Pour vous le dire, j'étais pas sûr que ça marcherait un peu. Non, mais c'est génial. Alors c'est reparti pour un autre. Alors, donc, on est d'accord qu'on attend la fin quand même, c'est ça ? Ouais. On attend la fin, ça marche. Un jeune couple, Edith et Marcel, s'installe pour un loyer modique dans un spacieux appartement de la célèbre maison Bramford. Un vieux bâtiment de Manhattan assez inquiétant du fait de la réputation sinistre de certains résidents d'autrefois. À force de lui parler tout bas et de la prendre dans ses bras, Edith est heureuse et se consacre à sa maison et son mari dont elle souhaite avoir un enfant. Une nuit, Edith a des hallucinations et fait un cauchemar. Elle rêve qu'elle est violée par le diable, en personne, devant Marcel. Quand elle se réveille, elle trouve des égratignures sur son corps. Marcel lui dit qu'il l'a littéralement violée pendant la nuit car il ne voulait pas laisser passer l'occasion pour elle de concevoir. Elle découvre, peu après, qu'elle est enceinte avec un terme au 28 juin 1966. Alors moi je vois le film. Alors le film, t'as quoi ? Moi je sais pas du tout. C'est Rosemary Baby. Rosemary Baby. Voilà. Rosemary Mais Baby. par contre la chanson, je sais même pas où elle était dans le truc là. Francky, quand elle me prend Bah, dans moi ses je connaissais bras... pas, je connaissais déjà pas le film, enfin je connais que deux titres mais j'ai jamais vu le film et la chanson j'ai pas du tout deviné, je suis complètement largué. Donc c'est Edith Piaf. Ouais. Donc Edith Piaf et c'est l'hymne à l'amour, non ? Non. Ouais, mais non, alors ça c'est quoi ça ? C'est quand il me prend dans ses bras et qu'il me viole tout bas. Mon dieu. Oh mon dieu. C'est une vie qui est colorée. C'est une vie. Ah, la vie en rose. La vie en Rosemary Baby. La voix de Rosemary Baby. Francky May, Franck Magic. Il vous a niqué. Oh, les gars, non, les gars, à ce niveau, c'est un travail d'équipe. J'ai amené le truc dehors, je chante. Il y avait un petit truc d'équipe, ouais. Il y avait un truc d'équipe. Ouais, la pour vie reconnaître. en rose. Et ce soir, c'est un travail d'équipe. Mais là, on est est d'accord. tous les deux, mais La là, il nous a vie coiffé en au poteau, là. Rosemary Baby. C'est bien il nous a ce jeu coiffé parce au qu'en fait poteau, là. les concurrents te donnent des indices et après t'arrives à trouver la réponse grâce à tes Je concurrents. trouve que ouais, c'est super collaboratif. Ouais. Écoutez, C'est- moi, j'aime je vraiment propose- 2020. Moi, je propose qu'on fasse un travail d'équipe. Non, Ouais. moi je propose que C'est je ce qu'on est en train de Moi, je faire, propose, c'est ce qu'on est en parce que train de pour moi, faire. c'est de la totale énigme. J'ai pas la culture qui permet. Les films, ouais, musique. Tu sais que moi la plupart je les connais pas. Hein. Je juste fais Ah. des recherches, t'inquiète. Ah, mais quand même, Le il- suivant. je me fais coiffer au Le poteau, là. suivant. C'est parti. Et là, ça parle à tout le monde. Ce film, tout le monde l'a vu. En 1990, dans la petite ville de Derry, dans le Maine, ça peut donner une indication sur l'auteur. Jean-Louis, Corinne, Louis et Richard, de très jeunes amis, doivent faire face à une série de disparitions. Le petit frère de Jean-Louis, en jouant avec son bateau en papier, le laisse salement dériver. Il tombe dans les égouts. Dans ces égouts, il découvre Clunax et se demande si c'est vraiment lui-même. Ça c'est vraiment toi. C'est pas fini, mais bon, ouais, je crois que t'as la réponse. Vas-y, redis, c'est quoi Ça c'est vraiment toi. Ça. Quelque chose en toi. Oui. Voilà, je sais pas. Bah, attendez, moi je parle du principe qu'on devait attendre la fin là, les gars. Ouais, mais j'ai répété. Ça, c'est vraiment toi. J'avoue, je me suis emballé, Bien, mais bien, c'était bien. aussi un peu. Cette question-là, c'est quand même rapidité un peu. Ça, Ouais, alors là. c'est vraiment toi. Et c'est Halloween, les gars, ou quoi? Mon jeu, est-ce qu'il est Halloween pour l'instant? Il est complètement Halloween. Ah, Les là, rock and Halloween. Alors, c'est parti. Celui-là, pour moi, il est difficile, mais bon, on va y aller.
Alors, perso, moi ce film-là, j'ai pas pu le terminer. Mais vraiment, en fait, quand on m'a filé le DVD, on va dire, La VHS. même si c'était pas un DVD, c'était Pas tout jeune. c'était un petit fichier. Le film était tellement gore que et je suis tellement fragile que j'ai pas pu regarder la fin. Bon. Donc c'est un film franco-québécois réalisé par Pascal Laugier et il est sorti en 2008. Ok. Ça va peut-être parler aux cinéphiles que j'ai en face de moi. Mhm. Ouais, ça y est, je trouvais. Moi T'as aussi, trouvé ouais. Ok. Oh putain, c'est génial. Est-ce que... Bah écoutez, moi je suis chaud. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le film déjà Attends, on le dit en même temps. À 3, 1, 2, 3. Martyr. Martyr, mais j'aime bien, il a dit avant. Martyr, ok d'accord. Bon bah déjà les gars ils ont trouvé le film, donc les auditeurs si vous n'avez pas trouvé, c'est votre problème. Eh bien je vais continuer l'histoire, donc du coup vous allez... Là on va compter mon petit... Tu sais quoi, je connais déjà même la réponse. Martyr un jour. Non J'étais eu, mec. Bravo. Je suis à ta tête. Bravo. Je suis à ta tête. Bravo Jean-Claude. Je suis à ta tête. Ça mérite 2 points. Mais ça. comment tu sais Ça mérite 2 Parce que points. je suis dans ta tête et tout. C'était ça, c'était Martyr un jour. 2 points pour Jean-Claude parce qu'il a anticipé tout ça. Je trouve ça mec. Drop the mic, j'ai envie de dire, tu vois. Mais comment t'as trouvé? Ouais, parce que c'était tellement. Je le sentais. Je le sentais. Toi, je te. Mais non, mais tu peux pas jouer. Tu peux Non mais pas c'est jouer. ouf, le mec il a C'est trouvé l'anti-jeu, en Martyr fait. un jour en voyage. Mais il enregistre, mais c'est tout. Il joue plus, il fait plus rien, lui. C'est bon. Tu fais tous tes jeux. Non, c'est mort. Mais c'est très Moi, je suis d'équipe. mort, Moi, je suis je suis prêt à Non, c'est un partager. travail hein. d'équipe quand toi tu gagnes, ça c'est pas normal. Bon bah je mets la prochaine. Thomas Bagalter. Thomas Bagalter. Thomas Bag. Thomas Branle le cathéter. Thomas Bagalter. C'est impossible. Badinter. Ça tu le gardes dans le montage parce que du coup voilà. Badinter, Je ne Bagalter. sais pas dire Thomas Bagalter est un tueur en série né le 4 janvier 1950. Il se fait abattre dans un magasin de jouets par un robot. Guy de Homem Christo le 9 novembre 1988. Mais grâce à ses connaissances vaudou et au cœur de Dambala, il essaie de transférer son âme dans le corps d'un autre robot DJ. Mais ça marche pas, il a pas de chance. Ok, je l'ai peut-être. Je connais pas le film, moi, je pense. Si. Les gars, je continue parce que tu coupes pas ce coup-ci. Alors, il essaie de transférer le corps. Du coup, il essaie de transférer le corps dans un autre robot DJ. Du coup, il essaye avec autre chose. Il essaye de le faire avec une poupée à la mode, une poupée Brave Garth. Le lendemain matin, la poupée est achetée par un homme dénommé Farrell. En guise de cadeau d'anniversaire, là je sens que Francky commence à avoir une piste sur la chanson. En guise de cadeau d'anniversaire, de dernière minute pour son fils Neil Roger. Si je pose pour Francky, là je pense que je vais l'amener vraiment vers la réponse. Comme Farrell doit partir travailler, son ami Pedro garde Andy cette nuit. La poupée tue sa nounou. S'il te plaît, je vais entendre Francky déjà. Parce que là, en fait, non. Enfin, moi, il y a un mélange de Daft Punk et de Gremlins, mais j'arrive pas à faire le lien. Est-ce que t'as une idée du morceau déjà? Il y a Farrell, il y a Neil Rogers. Get T'as dit quoi Lucky. Ouais, Get Lucky. D'accord. Et le film? C'est un film avec une poupée. Allez. Un film connu. Alors, on va laisser un petit peu. Annabelle, non. Avant. Chucky. Et Chucky et un morceau des Daft Punk. Ok, j'ai trouvé. Get Chucky. Get Chucky. Merci pour le point. Et c'est un point pour Hubert Smithers. Putain, bordel. Bravo, c'est Hubert. un point pour Hubert Smithers. Est-ce que ça vous fatigue ou je continue? Tu continues, Non, Michel. continue. On a envie de continuer. Allez, Enfin, moi perso, j'ai envie de continuer. Par Alors, un chanteur faut savoir que ça, c'est un des films qui a lié l'amitié entre moi et Francky. Voilà. Un chanteur espagnol est mis en scène dans un documentaire parodique belge en noir et blanc. Il faut fermer vos gueules. Entouré d'une petite équipe d'apprentis réalisateurs. Les pauvres diables qu'ils sont doivent suivre Julio, un homme qui a la particularité de tuer pour gagner sa vie. Il s'attaque aux personnes de la classe moyenne et aux personnes âgées, préférant travailler petit, mais ça rapporte beaucoup. Hein. J'ai trouvé. C'est arrivé près de chez vous, les femmes. Oui. Bravo, franchement bravo. Ah, c'est bien glauque. Il en reste que 3, les gars. hein. Le suivant est une série de films d'horreur américains composée de 12 films de sous-genre slasher, d'une émission de télévision, de nombreux romans et d'autres bandes dessinées, de jeux vidéo ainsi que de plusieurs produits dérivés. Dans le film original sorti en 1983, Madame Dion,
de son prénom Céline. exactement, harcèle et assassine brutalement les adolescents venus retaper leur grand bateau juste avant qu'ils eurent l'occasion de hisser la grand voile afin de relancer leur activité de camp de vacances sur l'eau. Elle est plus que déterminée à empêcher cette réouverture depuis la noyade de son petit garçon en juillet 1957, causée par la négligence des moniteurs chargés de surveiller les enfants. Ça me stresse parce que je vois que Jean-Claude Tanneux, il a déjà la réponse. Je finis ma phrase. Le dernier moniteur encore en vie, et le dernier moniteur encore en vie s'appelle Pierre Garand. Alors tout le monde connaît son vrai nom d'artiste. Et donc Pierre Garand arrive à repousser Céline suffisamment longtemps pour se saisir d'une machette et la décapiter. Je vois le film et pas la chanson, et je pense que Jean-Claude a la réponse. Alors, attends, je le lis dans ses yeux. Francky, c'est quoi le film? Vendredi 13. Ok, et c'est quoi la Je chanson? sais pas. Pierre Garand et Céline. Je sais pas qui est Pierre Garand. C'est Garou. Garand. Sous le vent. Sous le vent. Du vendredi 13. Sous le Vendredi 13. 13. Oui. Waouh. Non mais on a un maître. Allez, C'est l'avant-dernier les gars, l'avant-dernier, je suis super chaud, attention, Vas-y, c'est Vas-y, chaud. vas-y, envoie. Alors là, c'est pour ceux qui écoutent la musique de maintenant, d'aujourd'hui, et la bonne musique, s'il vous plaît. Aya, grande fan d'Halloween, se baladant dans une forêt, se fourvoie dans un monde souterrain totalement dédié à Noël. C'est à ce moment qu'elle rencontre le Père Noël. Complètement captivée par l'idée de prendre la place de celui-ci, elle se dit « Il n'y a pas moyen, faut que je dette ça ». La suite tente franchement à son désavantage parce que Noël, elle y comprend pas grand-chose. Elle retourne donc dans la préparation de la fête d'Halloween de l'année suivante. Je pense que je connais. de À mon Mr. avis. Jack. Attends, à ma droite, Vas-y, pardon, à ma droite, Hubert. j'ai... Non mais le Ouais. film, ouais. Ouais, t'as dit, redis le film, c'est quoi? Le film Étrange Noël de Monsieur Jack, non? Ouais, j'ai l'étrange Noël de Monsieur Jack à ma droite. Ça, c'est vrai, ça, c'est bon. Et donc, à côté, j'ai une personne qui s'appelle Aya. Moi, à part Pookie, en fait, je connais que Pookie, moi. Ah, c'est Aya dommage. Aya. Suspense. J'adore cette chanson d'ailleurs, mais je connais que celle-là. L'étrange Noël de. Vous connaissez que Pookie. Vous Ouais. connaissez que Pookie Ah, de bla Aya. bla je bla, connais pas. Pookie. Vous êtes nuls parce qu'elle a également fait une chanson qui s'appelle Oh Jaja. Ah ouais. Donc, L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais oui, mais putain, bordel. Désolé, Moi, on je connais- connaissait moi, pas. On n'a pas ta culture, vous me Michel. dégoûtez. On est désolé, on est à genoux devant Vous, toi. vous me dégoûtez parce que je sais qu'il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui écoutent l'émission et qui sont là. Genre, mais putain, mais oui, c'est On ça. est désolé pour eux aussi. Dernier Mary Poppins. Ok. C'est maintenant, parce qu'après on va continuer avec les histoires. Je vous ai assez saoulé avec mon jeu, mais là c'est la dernière. Au revoir. Alors je vous rappelle que j'avais un spoiler au début de l'émission. Celui-là n'est pas forcément un film D'horreur. Voilà. Je préfère le dire parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Alors c'est parti. Alors attention, là il y a un truc qui est important, c'est la discographie de l'artiste. C'est très important. Ok. Joe Star et Cool Chain, forts de leur dernier album Paris sous les bombes, doivent revenir avec un nouveau projet. Ils doivent revenir encore plus fort, mais un problème se pose à eux. Il faut qu'ils passent le bac. C'est alors qu'ils décident de l'avoir, mais sans se fatiguer. Grâce à leurs parents très imaginatifs, ils trouvent des combines afin de tricher et d'obtenir le fameux sésame. Et le résultat fut fort concluant. Ils décideront alors d'en parler dans le premier morceau de leur album. Alors le premier morceau de leur album, il y a une intro, mais c'est le deuxième morceau Authentique. de leur dernier album. Je suis totalement perdu. Abandonnez pas les gars. parce que- Là, Il est dur celui-là. En fait, moi, le film, j'ai pensé au Soudoui, mais c'est pas ça. Ah, pap, oui. c'est Ah, les putain, la les vache. Soudoués authentiques, les. T'es trop fort, toi. Les soudoués. Alors, il faut que tu trouves quels soudoués. C'est les soudoués qui doivent passer leur bac, donc c'est pas compliqué. Passe le bac. Ouais, c'est les soudeux. On va. Ah, je sais. Bac Les dans soudés les- passent leur bac dans les bacs. Si, vas-y. Oui.
Francky a tout niqué, même Jean-Claude. Ouais, d'accord, tout niqué, j'y crois pas, je rigole pas. Ça travaille d'équipe, on avait dit. Frankie Magic a gagné le magnifique dictionnaire, le mauvais dictionnaire d'une valeur de 7750 francs avec toutes les définitions et bien entendu. Ça me fait grand plaisir. Je vous envoie mon adresse au standard, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. On vous reprend au standard. Hein. Vous avez gagné un kit mauvais travail avec la casquette, les préservatifs, les bouteilles d'eau évidemment. Ah bah je suis bien content. Merci beaucoup. Ah bah écoutez, ça fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà, c'était le Mari Popo. Bah, bravo. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Carrément, Et on moi je veux applaudit bien Michel participer. pour son super jeu. Merci Michel. Les gars, Ouais. c'est mon tour. Oh putain. C'est à moi de vous raconter mon histoire qui fait peur. C'est une histoire qui m'est arrivée pendant un stage. Vous savez, le stage avec Francis Glomidop, le plus grand éleveur de lombric au monde. C'était tellement bien ce stage. Mais il est pas Ouais. mort? Si, il est mort, mais avant qu'il meure, il nous est arrivé une chose à la NASA. C'est ça que je vais vous raconter. Mais avant, j'ai envoyé le jingle. Vous ne le cherchiez même pas. Et pourtant, il est là. Il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous, dans Mauvais Travail. Francky, stagiaire. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, je vous ai parlé de mon séjour d'un mois à la NASA, à préparer ma mission sur la Lune avec Francis Glomidop, le plus grand éleveur de lombric au monde. C'est là que j'ai vécu la nuit la plus flippante de ma vie. Je me souviens. Un dimanche soir. On était à 1 semaine de notre départ. Francis était un peu angoissé. On n'avait pas assez de nos super lombrics OGM. Ils étaient 130 000 alors qu'on devait en amener 1 million sur la Lune. Francis avait prévu qu'en se reproduisant, ils allaient atteindre le nombre attendu. Le problème, c'est qu'ils ne se reproduisaient pas. Francis leur a passé de la musique pour les stimuler. Allez, petit lombric, on se mélange comme des spaghettis. On se détend, on se dilate, on sécrète son mucus. Mais aucune réaction. Francis, vous en avez parlé à votre supérieur? Le grand là, avec le nœud papillon, il a l'air sympa. Si vous lui en parlez, peut-être qu'il va comprendre, il pourra peut-être trouver une solution. Eh Franck, c'est un anglais. Et alors, c'est un anglais quoi? On est en très bon terme avec les anglais, enfin. Bah alors on va devoir lui parler en anglais. Les gens ils vont rien comprendre à ton histoire. Francis, je peux vous tutoyer? Allez. Francis, tu m'embrouilles là. Ne t'occupe pas de ça. Je vais tout raconter en version française, ok? Et ton supérieur, je lui ferai un accent british et voilà. Ok. Tiens, prends mon téléphone, tu vas l'appeler. Il s'appelle Alexander Fingston. Oui, Francis, je vous écoute. Monsieur Fingston, bonjour, je suis Frank Magic, stagiaire. Je travaille avec Francis Glomidop sur le projet Bleu Gruyère. Ah oui, les Français. Dites à Monsieur Glomidop que tout est ok. À partir de demain midi, il y aura du camembert et du Beaujolais nouveau à la cantine. Merci beaucoup, mais c'est pas pour ça que je vous appelle, Monsieur Fingston. Il y a un souci? Oui, nos lombrics refusent de copuler. Oh, ok, j'arrive. Il s'est ramené avec une valise. J'ai la solution à votre problème. Il a ouvert sa valise. La valise était pleine d'une 50aine de petites seringues qui étaient toutes chargées d'un liquide rose phosphorescent. Voilà, c'est un stimulateur sexuel. Ça s'appelle le copulite. Très très efficace sur tout type d'être vivant. Ça ferait pousser des couilles sur un tronc d'arbre ou des ovaires sur une planche de bois. Ah, parfait. Oui, résultat garanti. On s'en est servi sur des hamsters. Ça a été redoutablement efficace. En 2 semaines, ils se sont multipliés à une vitesse exponentielle. Waouh! Cela ne fait pas si waouh que ça. Pourquoi? Nous n'avions pas prévu une telle densité, autant de nouveaux individus en si peu de temps, dans de si petites cages. Ah oui, vous avez dû leur mettre des cages plus grandes. Non, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Ce produit miracle accélère le temps de gestation et de croissance des bébés. Du coup,
Je me souviens quand je suis entré dans le labo, en une nuit, les mamans hamsters avaient donné naissance à des portées de 12 bébés hamsters qui avaient grandi super vite et qui s'étaient reproduits entre eux, ce qui fait qu'ils ont surpeuplé leur cage. Ça débordait entre les barreaux. Ils sont tous morts étouffés. Ah, vous craignez grave. C'est du mauvais travail, les gars. Vous jouez à Dieu, mais vous n'avez pas les bases. J'avais peur qu'il arrive ce genre de drame avec nos lombrics. Ça aurait compromis notre expédition sur la Lune, et puis je m'étais attaché à eux. Mais Alexander nous a rassurés. Les doses avaient été maîtrisées depuis le triste épisode des hamsters. Nous avions d'ailleurs dans cette mallette de quoi multiplier nos lombrics par 1000. Il y avait un sacré stock. On a eu besoin juste d'une seringue chacun pour faire le boulot. Dans cet immense vivarium, il fallait repérer les gros paquets de verre bien entortillés tous ensemble, et on leur envoyait des petites gouttes de stimulant en piquant dans le tas. Pic, pic, pic. Pic. Pic, 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 pic. L'injection a fait effet au bout d'une petite minute. Les lombrics qui avaient été piqués se sont mis à frétiller à toute vitesse et à s'étirer, je dirais 4 fois leur longueur. Leurs organes génitaux ont commencé à gonfler. Vous savez qu'ils sont hermaphrodites. Leur organe s'appelle le clitellum. C'est une sorte d'anneau assez large. Et donc, leur clitellum a triplé de volume et ils se sont collés les uns aux autres. Il y a eu de la bave scintillante. Après 10 minutes, ils avaient généré des cocons qu'ils trimballaient avec eux. À l'intérieur, plein de petits bébés qui allaient se développer dans la nuit. Opération réussie. Oui, ça c'est du bon travail. Merci, Alexander. J'avoue que j'avais quelques préjugés sur vous, les Anglais. Avec votre côté insaisissable, détaché de tout, là. Mais, vraiment là, vous avez assuré comme un assureur. Merci, ça fait plaisir. Allez, je vous quitte. On se retrouve demain pour voir éclore le petit bébé lombric. Bah, Alexander. Oui, que se passe-t-il? On va fêter la réussite de l'opération. Ok, oui, bien sûr, faisons cela. Chin chin, à la tienne. On a fêté la réussite de l'opération avec Alexander. On s'est bourré la gueule au rhum arrangé. Arrangé par Francis l'arrangeur, comme je l'ai surnommé. Il a attaqué avec un rhum cassoulet qui a mis tout le monde d'accord. Et Francis a sorti sa valise à lui. À l'intérieur, 3 belles bouteilles de rhum bien troubles. Rhum camembert. Oh, tu me fais plaisir. Merci Francis. Rhum roast beef. Oh, thank you very much. Rhum bouillabaisse. Ok, chacun sa bouteille. Ça marche. Allez, glou-glou. Dites donc, Francis. Ouais. Vous êtes un chimiste du rhum arrangé. Ah ouais. Avez-vous déjà essayé de faire du rhum lombric? Non, mais ça peut se tenter. Faudrait les déshydrater d'abord, mais ouais, ça se tente. Ah, d'accord. Francis, t'as déjà tenté le rhum tardigrade? Ah, tes conneries avec tes tardigrades. Un rhum râteau pnu. On a passé un super début de soirée tous les trois. Alexander était notre pote. Je l'ai rebaptisé pour l'occasion Alex Sander. Ça veut dire Alex Tonnerre. Alex Tonnerre. Oh oui, j'aime cela. Frankie, Francis. Ouais. Les gars, ça fait plus de 2 heures qu'on picole et on n'a pas encore engagé une compétition entre bonhommes. Ah, c'est vrai ça. Alors quoi? On va pas sortir nos prépuces, non? Que pouvons-nous faire de mieux que cela? Je propose qu'on s'injecte du copulite et puis qu'on voit ce qui se passe. Ok, Prems, c'est moi qui commence. Moi, ce que j'avais en tête, c'était qu'on tire au sort, pour savoir lequel de nous s'injecterait une goutte en premier, déjà pour voir. Mais lui, vu qu'il était chaud pour faire le cobaye, Francis lui a dit « Allez, vas-y Alex, on est avec toi, envoie-toi une dose de copulite !» Sauf que, tout complètement fait qu'il était, Alex a ouvert sa valise et il a empoigné 3 seringues et pompe, pompe, pompe. Il s'est injecté 3 doses dans la cuisse gauche, il a vidé 3 seringues dans sa cuisse, bordel. Dans le jargon scientifique, je crois qu'on appelle ça une mégadose. À l'instar du spectacle de nos lombrics frétillants, plus tôt dans la soirée, Alex a gigoté comme une anguille stressée. Sous la pression, sa bragade s'est ouverte, laissant jaillir son organe reproducteur. Contrairement au lombric, celui-ci avait une identité masculine bien affirmée, au point que cette protubérance monstrueuse avait une voix. En effet, l'impressionnant équipement d'Alex a ouvert sa bouche. Bonsoir la NASA. Bonsoir les gars. Salut. Francis, je suis très mal à l'aise. Non, ne le sois pas, Frankie. Je suis complètement ivre de copulite. Cela me rappelle mes années de faculté. Ça tombe bien, j'ai poussé au maximum le curseur de mon radar à sexe. Les amis, allez, ayons de l'amusement tous ensemble. Francis, je suis passé du malaise à l'angoisse. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire avec nos corps si fragiles. Ouais, t'as raison, je suis en flip aussi. Et Alex, t'es chaud du sexe? J'en connais qui attendent que ça. Qui donc? Des gars de mon entourage. Ils m'appellent tous les jours pour me demander quand est-ce qu'ils pourront mélanger leur mucus dans ton...
Écoutez, cela m'intéresse. Écoutez, cela m'intéresse aussi. Allez, suivez-moi. Et là, Francis a pris son élan, il a foncé vers le vivarium et il a plongé dedans. Il était dans son élément. Il nageait parmi sa colonie de vers. C'est l'éclate. Venez vous éclater. Venez vous éclater. Cela paraît séduisant. Éclatons-nous parmi ces vers gluants. Jetons-nous dans cette piscine de câlins. Alex a plongé parmi les milliers de lombrics. Pauvre fou. Moi-même, j'aurais jamais fait ça. C'était qui leur maître? C'était Francis. Il le connaissait bien, il le traitait comme un dieu. Alex, lui, c'était rien. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Oh non, mon Dieu. Ah. Les lombrics, encore surexcités, se sont agglutinés en masse sur Alexander. Ils grouillaient à toute vitesse en trimballant leur cocon. Ils se sont mis à rentrer dans son corps en passant par la bouche, le nez, les oreilles. On n'a plus entendu crier l'organe reproducteur d'Alex. Ils étaient rentrés à l'intérieur. La peau d'Alex était parcourue de bosses en mouvement. C'était horrible. Puis elle s'est percée de toutes parts. Les vers sortaient de lui, délestés de leur cocon. Ils avaient choisi son corps pour les faire éclore. Alex était en grande souffrance, se vidant de son sang comme une passoire. Au bout de quelques secondes, les cocons en lui se sont ouverts et les petits bébés lombrics ont voulu sortir en cherchant les perforations sur sa peau, créant des bouchons à l'intérieur. La pression du sang les a propulsés à l'extérieur d'Alexander. C'était à la fois horrible et beau. Pendant qu'il agonisait, Alex me fixait avec ses yeux désespérés. Un regard qui me disait « Bravo, super idée de s'injecter de coprolite. Non, vraiment. » J'étais choqué. Choqué. Bordel, ça c'est une histoire d'Halloween, les gars. Ça t'est vraiment arrivé, Francky? Comme chaque stage, comme chaque mois. À chaque fois c'est étonnant, en fait. À chaque fois ça dépasse mon entendement, en tout cas à moi. Je comprends. Bah, écoute, on va essayer de... Je sais pas si on va partir sur quelque chose qui dépasse notre entendement, mais on a notre ami Jean-Claude Tannen qui a quelque chose à nous raconter. Et du coup, on va peut-être l'inclure dans notre section mauvais témoin, parce qu'apparemment, ça lui est vraiment arrivé à lui. Le mauvais témoin de mauvais travail. Donc, écoutez, merci messieurs de m'avoir invité dans ce petit module, justement, pour raconter les histoires. Et je me dis que peut-être pour me dévoiler un peu plus à travers le micro. Mais oui, ça, c'est tous les auditeurs voulaient que... Voilà. Vas-y. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. D'accord ? Vas-y. Donc, je trouve qu'en cette soirée pleine de mystères, je voulais vous raconter une histoire qui allait, j'espère, vous glacer le sang. On espère bien. Alors, c'est parti. Oui. Alors, cette histoire, je l'ai vécue. Je suis le témoin, là, devant vous. Elle se passe dans le sud, il y a à peu près 10 ans, en fait, voilà. Comme à mon habitude, je quitte la grisaille parisienne pour aller directement dans le sud, donc la date d'où je viens. Donc, je vous laisse deviner, Montpellier, c'est les environs. Très bien. Voilà, je sors à cette époque-là d'une relation et je me trouve célibataire. Alors, il s'avère qu'un soir, je rencontre, lors d'une soirée patio avec des amis, une fille qui s'amuse avec ses amis elle aussi, et directement sa sœur. Bon, je vous cache pas que j'ai complètement oublié son prénom, mais étrangement son histoire, ça je me rappelle, je vous cache pas. Nous sommes là au début d'une petite amourette d'été, enfin rien d'exceptionnel, juste quelque chose d'assez standard, rien d'original. Un garçon qui rencontre une fille, un garçon qui veut coucher avec une fille. AB Productions. Voilà. C'était la question, ouais. Alors, suite à cette première rencontre, je lui propose de se revoir au cœur de la ville, plus précisément à la place où tout bon Montpellierin fait ses rendez-vous, la plage Jean Jaurès. La fille est là, je suis là, donc vous me direz c'est cool, normal. Nous partageons un endroit, un moment, rien d'extraordinaire, mais bon, on est là, voilà. Soit là, en fait, on commence à parler, et je réalise qu'on n'a pas grand-chose à se dire, très honnêtement. Et ça m'arrive des fois un petit peu, surtout l'été, j'étais d'humeur, bon, en dehors d'être d'humeur un peu coquine, j'étais un peu d'humeur spooky. Donc j'ai dit, bah alors oui, tiens, c'est quand un dernier film qui t'a fait peur, des sortes de fantômes, j'ai vu un tel film, et là, subitement, je sens que la fille, en fin de compte, elle est un peu gênée, elle n'est pas forcément hyper à l'aise de parler de ça, non, je préfère pas qu'on en parle, je suis pas à l'aise avec ça. Bon, vous me connaissez les gars, je suis du genre à vouloir lui tirer les verres du nez et essayer de savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en retourne, quoi. Et donc en fait je me retrouve à lui demander, mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et la fille me raconte une histoire que sa sœur a vécue il y a quelques années.
Alors sa sœur, qui est fraîchement séparée de son mec, se retrouve à récupérer son fils et devoir l'élever dans une petite maisonnette qui est une sorte de petite maison retapée d'une grange en fait, quelque chose qui est relativement classique dans le sud et tout ça, qui se trouve assez loin de Montpellier, à 1h30 de voiture. Donc rien d'exceptionnel, un gamin de moins de 5 ans. Donc, voilà, elle me raconte ça. Je vous raconte un petit peu ce qu'elle me raconte. Comme beaucoup d'enfants, le petit garçon fait parfois des cauchemars. La mère va voir l'enfant qui pleure. La mère lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures. Et là, le petit, qui est emménagé dans ce nouvel appartement, dit écoute, maman, j'ai peur, il y a un loup avec une grande gueule qui me fait peur. Donc là, la mère est un peu surprise, mais bon, encore une fois, on est sur un enfant qui Histoire d'enfant, ouais, ça va. C'est ça, donc rien de foufou. Et donc, le temps passe, et de plus en plus souvent, l'enfant fait des cauchemars et réveille sa mère. Donc quelque chose d'assez récurrent, une sorte de cauchemar régulier, quoi. Et chaque fois, la mère va pour le rassurer, et à ce moment-là, l'enfant commence à rentrer un peu plus dans les détails, justement, de cette histoire. Il dit, on passe en fait compte du loup avec cette grande gueule à un monsieur avec une grande bouche. Et en fait, la mère est un peu surprise, elle est un peu en mode, bon, ok, il a beaucoup d'imagination. Ouais, c'est un enfant et tout, ça a l'air voilà, normal. C'est un peu étrange. Ouais. Et donc, en fait, au final, elle tient pas vraiment plus rigueur que ça, en fait. Elle se dit, bon, c'est un petit, peut-être qu'il est un peu... Je peux comprendre, tu vois, il est un peu traumatisé par la séparation de ses parents, une nouvelle maison, donc relativement classique. Jusqu'un soir, certainement comme tant d'autres qu'elle a pu vivre, cette fille, occupée devant son ordinateur, devant Facebook, devant les trucs du moment, comme Miss 34 ou encore les copains d'avant, tous ces sites qui ont bien disparu. Elle est devant son ordinateur, et son ordinateur qui se trouve sur le bureau, on est loin des ordinateurs portables. Il y a ce bureau qui se trouve à côté des escaliers en colimaçon, au rez-de-chaussée, son petit en train de dormir à étage. Quand subitement son téléphone, qui est posé au niveau des marches d'escalier, donc accessible depuis son ordinateur et depuis plutôt son bureau, sonne. Il fait un bruit de singe en fait. Alors on va me dire, putain, pourquoi il fait un bruit de singe, hein, c'est assez étrange. Hein. En fait, il faut comprendre qu'avant qu'il y ait des smartphones, on pouvait en fait customiser un peu nos téléphones avec les petites sonneries de, je sais pas, du flic de Beverly Hills, tout ça. Et il s'avère que ce qu'elle sait, c'est que ce téléphone, en fait, quand il fait ce bruit-là, c'est qu'en fait, les photos se déclenchent. Donc, elle prend son téléphone, le débloque et regarde les photos. Et elle voit qu'en fait, il y a des photos noires, en fait, comme si l'appareil photo s'était déclenché. À n'importe quel moment, en fait, elle regardait son téléphone et dessus avec des photos noires, négatives. Okay. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle repense un petit peu à ce que vivait son petit. Le fait qu'en fait, elle voyait un loup, il voyait un monsieur avec une grande bouche. Donc, elle décide de monter à l'étage. Elle prend son téléphone, elle va directement dans la chambre du petit. Elle commence à prendre des photos directement. Et pour information, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que le petit expliquait que la chose était au niveau d'un dressing. En fait, il y avait une sorte de petite pièce, profonde d'1 mètre, 1,50 m, et qu'en fait, compte la chose qui le faisait peur, qui l'effrayait, qui l'agressait quelque part, en fait, venait de ce côté-là. Elle prend des photos dans le noir, elle regarde les photos, et là, elle tombe directement sur ce qu'en fait, elle pense être ce que imagine son petit, en fait. Elle voit une sorte de forme, des couleurs un peu jaunâtres, un peu orange, et une sorte de forme un peu comme une bouche qui est ouverte, en fait. Quelque chose de flou. Elle est terrifiée. La meuf est terrifiée. Et en fait, elle prend le petit, elle se barre chez ses parents. D'accord. Et je crois pas que c'est une histoire vraie. Attendez, c'est pas fini. Et donc, elle est terrifiée. Elle part chez ses parents, elle part chez sa mère. Sa mère, elle comprend pas pourquoi sa fille ne se couche vient le soir. Elle s'inquiète. Bref, le lendemain, la fille décide de montrer les photos à sa mère. Sa mère, complètement déboussolée, pareil, un peu déstabilisée, dit qu'en fin de compte, comme sûrement beaucoup de femmes d'un certain âge dans le sud, et qui sûrement va à la messe le dimanche, cette génération-là, demande en fin de compte, écoute, j'aimerais bien que le prêtre vienne chez toi et que il voit ce qu'il peut faire. Voilà. Et il s'avère que quelques temps plus tard,
le prêtre se déplace directement chez cette femme-là, donc chez la sœur de mon ami. Et le premier réflexe, c'est qu'elle lui montre les photos. Elle dit, bon voilà, c'est terrifiant, j'ai peur, hein, il y a ça. Et le prêtre, en fait, dans ce coup, lui dit, mais il faut que vous effaciez les photos. Alors vous allez me dire, super, le moment où on a une preuve de quelque chose s'efface. Ça arrange bien l'histoire hein, jusqu'à maintenant. Sauf que, vous savez ce qu'il dit, le prêtre, à ce moment-là? En fait, tout simplement, il dit, il faut absolument que vous effaciez les photos. Et donc vous allez dire, c'est super, génial, le moment où on peut avoir une petite preuve de quelque chose de mystérieux, on efface les photos, c'est fou. Pourquoi ce prêtre lui a dit de faire ça? Il lui a dit, en gardant ces photos, vous lui donnez une raison d'exister. Et qu'il était impératif de devoir effacer ces photos si vous voulez que cette chose disparaisse de chez vous. Ce qui s'est passé après, c'est que le prêtre a fait quelques incantations, quelques petits trucs. Et il s'avère que suite à cela, il n'y a plus de problème et le loup a disparu. Alors là, vous allez me dire, super, l'histoire elle est finie, mec, tu t'es bien fait avoir, la fille elle t'a raconté une belle histoire et toi tu Joli. Voilà ça, tu t'es bien fait avoir, on est d'accord. Évidemment. Voilà. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, comme vous le savez, je voulais arriver à concrétiser avec cette fille-là, et il s'avère que c'était un peu compliqué, d'accord. Un soir, elle me propose de la rejoindre, donc je vous laisse deviner, j'hésite pas, je fonce dès qu'on la voit, je prends la voiture, c'est super loin. Et en fait, ce que je comprends très rapidement, c'est qu'elle m'invite chez des amis à sa sœur. Et en fait, il s'avère que c'est pas ses amis de sa sœur, c'est plus ou moins des voisins de sa sœur. Pas à côté, mais pas très loin non plus, dans le village. Pour information, sachez que cette fille-là, comme je vous l'expliquais, moi, je l'ai rencontrée au même jour que sa sœur. Donc, j'ai déjà parlé, c'est une fille vraiment sympathique, vraiment adorable, assez discrète. Quelqu'un qui n'a pas plus de problèmes que ça, ou n'a pas l'air d'être étrange plus que ça. Voilà. Quand je la rejoins, donc tout se passe bien, sauf que la fille en question se met une race de folie. Donc elle picole, mais de façon indécente. Et la sœur, voyant que sa sœur était trop bourrée, elle dit, mais écoutez, vous allez dormir directement chez moi. Là, dans ce coup, je me suis dit, merde, putain, je vais dormir dans l'endroit où il y a le fameux appartement, où il y a, enfin, la fameuse petite maisonnette, où il y a un fantôme à la grande gueule, genre Noé, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'avais vraiment... l'envie de pouvoir aller plus loin avec cette fille-là. Donc, je vais directement dans ce lieu-là. Je m'étais engagé à ne pas lui parler de l'histoire, parce que quand cette fille me raconte l'histoire de sa sœur, elle me dit, mais surtout, tu ne la racontes pas, parce que j'ai pas envie que ma sœur passe pour une tarée. Donc, ce qui paraît, je pense, normal, quelqu'un qui voit des choses un peu cheloues et tout ça, c'est pas forcément cool de penser que tu es une tarée, quoi. Donc, je me retrouve à aller dans cette petite maisonnette, et là, les gars... Il y avait tout. Il y avait le bureau, il y avait l'escalier en colimaçon, il y avait l'ordinateur, il y avait les photos du petit. Et donc là, à ce moment-là, je sais pas, j'ai un peu un mélange d'excitation et de crainte, parce que bon, c'est un peu étrange comme situation. Et je me dis, écoute, je vais mener mon tour un peu, mon enquête, je vais jouer mon petit Colombo, quoi. Et je commence à lui poser des questions, mais un peu discreto, du genre... Tu as pas peur tout seul dans cette maison quand même, c'est un peu flippant, non? Et le petit, il a pas trop peur? Bon, vous voyez le truc venir, quoi. Le mec pas discret pour un son. Et là, bingo, la fille me raconte, alors, pas forcément de la même façon, mais les mêmes faits, quoi. Elle me dit oui, à une époque, le petit est un peu troublé, il se passait des choses bizarres, mais maintenant ça va, t'inquiète pas, ok. Ok, d'accord. Et là, je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Là, je me dis... Je vais devoir dormir dans ce lieu-là, quoi. Alors, il se fait tard, la fille décuve doucement et sûrement, et tout le monde va se coucher. Et donc, on hérite de la super pièce où se trouvait quelque chose. Voilà. Plus ça avance, et plus je suis pas hyper à l'aise. Hein. Clairement, je commence à me dire, putain, mais j'y pense, et je repense aussi ce que disait ce prêtre là, qui disait en gros. Le fait de le penser, c'est lui donner vie. Et le top du top, les gars, c'est que je me retrouve directement dans cette chambre, avec une fille qui est un peu à l'ouest, mais bon, un peu mieux. Donc Et là, de ce coup, il y a une sorte de truc typique du Sud, c'est directement un orage d'été, quoi. Un orage où ça pète, il y a des éclairs. Et là, je me retrouve en train de faire plus ou moins mon affaire dans une... qu'on appelle ça dans une chambre qui clairement avec quelque chose qui
clairement un peu étrange. Je vois, en fait, quand je vais dans cette pièce-là, je vois ce petit, qu'on appelle ça, cette petite pièce, là, ce petit truc où les jouets du petit sont rangés, où les affaires sont rangées. Et je me dis, merde, putain, c'est chaud, quoi. Et en fait, la soirée se finit, on finit ce qu'on a à faire. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est soit de fuir ou soit de m'endormir le plus rapidement possible, parce que j'avais tellement peur de plus ou moins réactiver la chose, d'être peur en fin de compte avec lui, avec cette entité qui était là, quoi. Alors, je vous cache pas, la soirée se finit comme ça. Il n'y a pas d'apparition magique apparue, pas de monstre qui est venu me hanter la nuit, mais je pense que jamais j'oublierai cette nuit, quoi. Et cette fille qui, malheureusement, je ne connais plus son nom, mais aura le mérite d'avoir marqué mon été, quoi. Oh là là. Merci Jean-Claude. Ça c'est une histoire. C'est une belle histoire. Un amour d'été. Un amour d'été. Halloweenesque. Ouais. C'est intense. Un amour d'été d'automne. Jean-Claude, tu m'as emporté dans ton histoire et je pense d'ailleurs que c'était peut-être dû au fait que c'est une histoire que tu as vraiment vécue. Ah, c'est du pur vécu là. Tu as fait du beau mauvais travail pour cet épisode. Tu as raconté un truc qui est vraiment venu de toi. Et tu m'as beaucoup touché. Merci beaucoup. Donc quelque part j'ai fait du bon travail. Ah oui, c'est vraiment du beau travail. J'ai fait du mauvais travail avant, ce qui me paraît normal dans mon mauvais travail. Mais par contre là c'est du bon travail. Est-ce que je suis vraiment cohérent vis-à-vis de votre podcast? C'est ça la question que je me pose. Non, c'était magnifique. Merci beaucoup Jean-Claude. Tu m'as emporté. Ah bordel, moi ça me fait flipper parce que là pour le coup dans toutes les histoires qu'on a racontées, Hubert il était en mode il nous raconte un truc un peu dans le passé, Francky des vers de terre là qui sont de retour, et lui ça raconte vraiment la vie d'un amour d'été qui est vraiment parti en couille, quoi. Et la mienne, on est d'accord, c'était une histoire un peu flippante. De tête coupée. Je suis pas super serein là, ce moment-là, je vous avoue que... On est bien là, ouais. Ouais, moi je suis un peu flippos. Du coup je sais pas comment je pourrais me relancer pour être un peu plus heureux. Bah écoute Michel, est-ce que tu nous auras pas dégoté une petite séquence de Pronax et Clunax? Bah ouais, un peu légèreté, quoi. C'est pas ça qui va me rendre plus heureux en tout cas. Bon, en tout cas, ça me soulagerait un petit peu parce que la dernière histoire que j'ai entendue là, je suis pas bien. On n'est pas bien. Bon bah écoutez les gars, je suis désolé, c'est pas un truc qui va vous rendre plus à l'aise. C'est Prunax et Clunax. Ouais, ah, on veut tous. Prunax. Eh bien écoutez, malheureusement ils sont de retour et comme par hasard, eux aussi ont leur épisode d'Halloween. À notre gauche, nous avons Prunax et à notre droite, le fameux Clunax, deux éducateurs spécialisés qui vont montrer aux enfants comment s'amuser lorsque leurs parents ne sont pas là. Alors dans cet épisode, ils sont pas plus finaux que d'habitude. Et comme d'habitude, eh bien, ce n'est pas sans danger le podcast des enfants et je l'espère pour la dernière fois, c'est maintenant dans Mauvais Travail. Salut les enfants, c'est Prunax. Et moi c'est Clunax. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser lorsque Popo et Maman ne sont pas là. Oh que oui mon Clunax. Et que va-t-on faire aujourd'hui? Et bah comme c'est Halloween, Popo et Maman nous donnent l'immense responsabilité de fabriquer nous-mêmes les friandises. Et ben on va pas se gêner. Exactement, et j'ai comme qui dirait une idée de génie. Nous, on aime le chocolat. Alors pour notre première recette, eh bien nous allons faire de bons gros brownies bien chocos. Alors, courez à la litière de Pignouf, votre petit chat, et allez récolter les petites crottes de notre chaton, mixez le tout avec du beurre, de la farine et les œufs, et hop, 15 minutes au four. Miam miam, mais ce n'est pas tout, il nous faut des bonbons. Oh, je te vois venir, Clunax. Les enfants, vous allez chercher un grand saladier dans la cuisine, et à l'aide d'une passoire, vous allez y mettre tous les poissons. Oui, avec de la gélatine et beaucoup de sucre. Ensuite, allez chercher le bâton mixeur de Maman dans la cuisine. Oh, les jolies grosses lames. Plongez le bâton mixeur dans le saladier plein de poissons. Appuyez sur le bouton. Et regardez, ça fait une soupe de toutes les couleurs, les enfants. Oh, j'entends frapper à la porte. C'est déjà l'heure de la distribution. Ah bah des bonbons, des bonbons. Et servez-vous, les enfants, il y en a plein. Et voilà, on s'est encore bien amusé, mon Clunax, hein? Oh oui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de s'amuser lorsque les parents sont pas là. Et voilà, on espère vous avoir fait frissonner dans cet épisode spécial Halloween. N'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles, voire 4. Mais
saison 5 sur Apple Podcast. Et si vous avez apprécié l'émission, évidemment. En tout cas, moi, personnellement, j'aurais beaucoup pris de plaisir à préparer, à co-animer cette émission avec mes acolytes. Un petit mot, les amis, on va commencer avec, le mec qui est à ma droite. Comment t'as aimé, t'as apprécié? Bah écoutez, première émission directe, tout de suite envie de recommencer. Là, j'ai passé une bonne soirée avec vous deux. Il y a le troisième maître de jeu qui est derrière son écran, donc je l'attends avec impatience. Puis à bientôt, j'espère. Jean-Claude, t'en as pensé quoi? Bah c'était... J'essaie de trouver un mot, tu veux que t'inventes flippo rigolo. Flippo rigolo, c'est pas mal. Oh, j'aime bien flippo rigolo. Franck Magic? Bah les gars, vous m'avez emporté, je vais m'endormir en rêvant de vos histoires. Je vous aime beaucoup. Merci pour habiter mes rêves. Ok. Tu voulais rajouter un petit dernier mot? Ok. C'était Mauvais Travail, épisode numéro 3, spécial à Lune. Et on espère que vous allez faire des cauchemars en écoutant cette émission. J'espère aussi. Yes, bonne soirée les gars. Bonne soirée. Bonne nuit les petits mauvais. C'est pas très Halloween quand même par contre, hein, tout ça. C'est bizarre.